Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur les directives NIS 2 que nous avons le plaisir de animer avec un invité de marque, avec Maître Régis Le Chien, avocat spécialisé dans le domaine du numérique. Et aujourd'hui, le sujet de NIS 2 peut être un peu complexe, qui peut nous paraître des fois non concerné pour nous, mais parce que ça concerne aujourd'hui que les grandes entreprises. C'est un sujet qu'il faut démystifier. Et c'est pour ça, avec Romain Hiver, qui est également notre responsable du pôle cybersécurité, nous avons décidé en une demi-heure de faire quelques rappels et surtout vous donner quelques indications pratiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que partenaire de vos clients finaux, en tant que prestataire de services, et quelles sont quelques précautions. Et si vous avez d'autres questions, Régis pourra approfondir éventuellement dans des domaine un peu plus confidentiel, les problématiques que vous allez avoir. Donc, le sommaire de la journée, pourquoi Nice 2, pourquoi, et je vais peut-être passer directement la parole à Régis, qui va nous dédramatiser le sujet. Oui, alors effectivement, beaucoup de questions autour de cette directive NIS 2. Alors la première chose, c'est Network and Information Security, hein, on aime bien les anglicismes au niveau européen, vous l'avez déjà bien vu. Donc NIS 2, c'est une directive européenne qui fait suite à NIS 1. On parlera un petit peu plus loin dans un autre slide du déroulement de la mise en place de NIS 2. Et effectivement, c'est un tournant dans la prise en compte de la cybersécurité au niveau européen, dans la mesure où cela revient à rendre obligatoire au niveau réglementaire un certain nombre d'exigences relatives à la cybersécurité qui étaient jusqu'à présent dans le domaine des bonnes pratiques, dans le domaine des obligations de moyens et même pas forcément de résultats pour beaucoup de structures. Alors effectivement, NIS 2 est un tournant car cela concerne beaucoup plus d'entités qu'auparavant. On a 19 secteurs, plus que 19 secteurs concernés, extrêmement larges, hein, le transport, l'agroalimentaire, la santé, l'énergie. On a également un nombre d'entreprises considérablement, enfin d'entreprises de structures, hein, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, considérablement plus importants qu'auparavant, qui vont être concernés, ce qui va densifier en quelque sorte le niveau d'exigence et va rendre quasiment incontournable le fait que on soit tous en relation à un moment ou à un autre avec une structure, une entité qui est NIS 2, donc qui est soumise à l'obligation de NIS 2, d'appliquer NIS 2. Donc toutes les entreprises qui travaillent donc avec les entreprises qui relevant des secteurs couverts par NIS 2 devront également prendre en compte l'arrivée de cette réglementation dans la mesure où NIS 2 a un caractère viral, c'est-à-dire qu'une structure qui doit appliquer les exigences de NIS 2 va devoir, puisqu'elle n'est jamais toute seule à travailler sur son système d'information, elle a des fournisseurs, elle a des partenaires, elle a des interlocuteurs, elle va devoir se préoccuper de savoir s'ils sont conformes avec le niveau d'exigence qui lui est applicable, c'est-à-dire si NIS 2 peut en quelque sorte être répercuté de manière un peu indirecte. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup changer les choses. On parle dans la directive, pour être précis, de la notion de chaîne d'approvisionnement. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus large, mais c'est un petit peu comme beaucoup d'autres réglementations, comme le RGPD, hein. Si je suis conforme au RGPD, je vais vous demander si vous l'êtes. Donc ça va être un petit peu le même mécanisme. Et on va avoir effectivement de nouvelles obligations beaucoup plus importantes et beaucoup plus, en tout cas, rigoureusement appliquées qu'auparavant, en termes en particulier d'anticipation, notamment au niveau de l'évaluation des risques, en termes de contrôle. Alors ça, c'est un prérequis qui existe déjà depuis bien longtemps en termes de sécurité informatique, ce sont les contrôles des accès. Mais on va avoir aussi quelque chose qui n'était pas forcément mis en œuvre systématiquement, c'était des exigences de surveillance continue et d'évaluation, on va dire, permanente dans la durée et en permanence des risques. C'est quelque chose également qui va être beaucoup plus important. Et j'en profite pour dire dès ici qu'un changement d'approche fondamentale entre NIS 1 et NIS 2, donc la première version de cette directive et la version qui entre en vigueur, qui entre en application, pour être précis juridiquement. En fait, ce qui est important de noter, c'est qu'auparavant, dans NIS 1, nous avions une application sur uniquement la partie du système d'information qui était concernée par l'activité sensible, en quelque sorte, qui justifiait d'être soumis à NIS 1. Dans NIS 2,
c'est l'ensemble du système d'information de l'entité. C'est-à-dire que des éléments du système d'information, des ressources, des entités à l'intérieur d'un groupe, par exemple à l'intérieur d'une structure, qui n'étaient pas forcément soumises directement à NIS2, vont devoir être prises en compte dans la conformité à NIS2. Alors ça reste à évaluer. Je pense qu'il y aura de la jurisprudence, il y aura des ajustements pour savoir jusqu'où va cette frontière de NIS2. Mais effectivement, on considère que c'est l'ensemble du SI de la structure qui est soumise à NIS2. Le rôle en tant que MSP, effectivement, ça va être d'accompagner les clients dans ce cadre-là, puisque effectivement, c'est un changement fondamental et il y a beaucoup d'attentes en termes d'information et en termes de solutions à proposer pour pouvoir être dans cette dynamique de NIS. Alors, les obligations de NIS2, j'y répondrai effectivement sur plusieurs questions, en fait, quand, quoi, qui, comment. Alors, quand, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, comment en est-on arrivé là? On avait effectivement une directive NIS 1 qui existait, qui est entrée en vigueur, on va dire entrée en application en même temps que le RGPD en 2018. C'était pratiquement le même mois. C'est quelque chose qui était à l'époque passé un peu plus inaperçu parce que seuls des secteurs vraiment très sensibles étaient concernés par NIS 1. Aujourd'hui, effectivement, où en est-on par rapport à NIS 2? Alors, en novembre 2022, on a eu l'adoption officielle de la directive par le Parlement européen. Ça, c'était le premier cap, c'est-à-dire le consensus global sur qu'est-ce que va être. Ensuite, on a eu le 14 décembre 2022 une signature de la directive par les co-législateurs. En décembre 2022, toujours la publication au journal officiel de l'UE, donc avec la mise en branle du mécanisme d'entrée en vigueur de cette directive. En janvier 2023, donc l'entrée en vigueur de cette directive, qui est intervenue quelques jours après leur publication. Le 17 octobre 2024, nous avions normalement l'échéance, la date limite pour la transposition par les États membres de cette directive. Alors, pour rappel, ce sont des mécanismes de juristes. Quelle est la différence entre un règlement et une directive au niveau européen? C'est qu'un règlement va directement s'appliquer dans les États membres et écraser en quelque sorte la loi interne. Donc, c'est par exemple le cas du règlement DORA, qui est le pendant de NIS 2 pour la partie secteur bancaire assurance, et qui lui a aussi des exigences qui sont très très proches. On est sur la même philosophie, mais là on a un règlement. Le RGPD est un règlement. C'est un règlement. On avait avant des directives en matière de données personnelles. Maintenant, on a un règlement. Donc, c'est lorsque l'Union européenne veut que le texte soit le même partout, parce qu'il y a eu trop d'écart. Alors, entre les États qui faisaient un peu leur cuisine. Aujourd'hui, dans NIS 2, on est toujours sur une directive qui succède à une directive. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a pas encore choisi de passer sur un règlement dans NIS 2, considérait que les États devaient quand même s'adapter. Et ce qui se passe, c'est que dans le cadre de la directive, elle doit être transposée dans le droit interne de chaque État. Et ce qui se passe, c'est que chaque État doit du coup mettre en place un texte national qui sert de connecteur, en quelque sorte, pour parler informatique, entre la directive au niveau européen et la loi, le système juridique de chaque pays. Alors, certains ont avancé plus vite que d'autres. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'Italie qui a fait le job. Nous avons la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Belgique, nos voisins belges, qui ont fait le job aussi et qui ont été en mesure d'avoir leur texte de cyber-résilience dans leur pays qui prennent en compte justement les connexions avec DORA, les connexions, parce qu'il y a quand même, même si c'est un règlement, quelques connexions, la transposition de NIS 2, ainsi qu'un certain nombre de précautions également qui s'inscrivent dans le cadre d'une autre directive qui s'appelle la directive REC sur les secteurs vraiment sensibles en termes plus globalement que l'informatique de sûreté par rapport à des secteurs sensibles de l'État. Voilà. Donc, la directive devait être transposée. Sauf que, ça ne vous a pas échappé, que nous avons quelques petits problèmes de stabilité politique dans notre pays en ce moment. Ce qui a ralenti, si ce n'est pas stoppé, le travail législatif. Et d'après ce qu'on nous dit dans les actualités, c'est pas prêt de s'arrêter ces jours-ci. Donc, on va avoir un problème, effectivement, que ce projet de loi, qui était prêt en juin, malheureusement, juste avant la dissolution, effectivement, va mettre un peu de temps à être mis en place. Il est prêt, quasiment. Sauf qu'actuellement, nos parlementaires sont sur le budget. Je pense que tout le monde l'a bien suivi. Ça passe devant tout le reste. Et peut-être que le fait d'être sur le budget, là, ça va faire que les travaux vont prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et il va y avoir un peu plus d'instabilité que prévu, finalement, pour que ce texte soit bien mis en œuvre. Donc voilà le problème. Il y a un petit risque sur le fait qu'une transposition n'ait pas eu lieu par rapport à une directive. Mais c'est plutôt anecdotique dans le cas de NIS 2. C'est-à-dire qu'un particulier pourrait attaquer l'État français
pour ne pas avoir appliqué cette directive et pas transposé cette directive dans le droit avant le 17 octobre. Bon, c'est plutôt anecdotique parce qu'on voit mal un particulier déposer plainte contre l'État parce qu'il est victime. Alors, c'est éventuellement dans le cas d'une victime d'un piratage qui voudrait aller jusque-là, mais il faudrait qu'elle invoque des critères assez précis pour pouvoir le faire. Mais quand même, c'est un petit peu gênant comme situation. En tout cas, n'en tenez pas compte. C'est un point très important. N'en tenez pas compte de cette incertitude et de cette instabilité actuelle en vous disant que Nice 2, finalement, va prendre plus de temps que prévu et qu'on attend. Oui, effectivement, on ne va pas vous taper dessus rétroactivement le 17 octobre si vous n'étiez pas Nice 2 et vos clients ne vont pas se retrouver sanctionnés comme cela, même si juridiquement, il peut y avoir quelques cas des hypothèses très particulières. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est que Nice 2 impose de s'engager dans un processus tellement, on va dire, important pour les structures qui vont être soumises, il faut dès aujourd'hui se poser les bonnes questions et il faut dès aujourd'hui conseiller, proposer des solutions pour pouvoir être conforme à Nice 2. Le directeur de l'ANSSI lui-même a précisé, puisque c'est l'autorité qui sera chargée de contrôler l'application de Nice 2, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et le directeur de l'ANSSI a dit lui-même que l'ANSSI serait relativement tolérante et il y aurait une période de mensuétude, au moins pas pendant les 2 ans à venir. Toujours est-il que, effectivement, il ne s'agit pas de dire que c'est un report de 2 ans. Il s'agit de dire que c'est applicable, ou ça va être très vite applicable et que la mise en conformité doit se faire durant cette période-là, étant précisé qu'elle aurait normalement dû être faite avant. Donc le processus de transposition, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui rend un peu les choses compliquées et effectivement, il faut suivre cela d'un œil, mais il faut en même temps, effectivement, s'engager dans la démarche en parallèle. Alors, qui est concerné? On l'a dit tout à l'heure, plus de 19 secteurs concernés désormais. Par rapport à NUS 1, c'est beaucoup plus. Un nombre de structures concernées d'à peu près 20 fois plus, entre 20 et 30 fois plus qu'auparavant. On a effectivement un dispositif qui va être scindé en 2 parties. C'est le tableau dans ce slide. Le dispositif concernant les entités essentielles et le dispositif concernant les entités importantes, les EE et les EI. Alors, pour faire le schéma très rapide, le E sera la structure qui aura le plus d'obligations et qui sera considérée comme vraiment très sensible, entité essentielle, avec des obligations de documenter et de montrer patte blanche auprès de l'ANSSI en amont. C'est-à-dire, en l'absence d'incident, en l'absence de problème, le E devra rendre compte de ce qu'elle fait et devra documenter en fait toute sa cybersécurité pour que l'ANSSI puisse surveiller cela et contrôler cela, même en l'absence de problème. D'accord? Alors que l'EI sera un peu moins, on va dire, rigoureusement suivi. L'entité importante sera une structure qui va devoir respecter NIS 2 parce que ça va lui être applicable, mais elle va devoir un peu dans la philosophie du RGPD, travailler son accountability, c'est-à-dire travailler sa conformité et la documenter pour pouvoir la produire en cas de problème. C'est-à-dire en cas de contrôle de l'ANSSI spontané, comme la CNIL contrôle pour le RGPD, ou en cas de violation sur laquelle, donc d'atteinte pour la CNIL en termes de données personnelles, c'est une violation. Donc là, dans ce cas, ce sera un incident important en termes de cybersécurité, avec justement des ajustements qui devront être faits, parce qu'il va falloir notifier à l'ANSSI, effectivement, ces incidents dans les 24 heures. Et il va falloir faire des rapports et expliquer quelles mesures on a prises pour éviter ça, quelles mesures on a prises pour gérer ça et quelles mesures on a prises pour éviter que ça se reproduise. C'est un peu classique en termes de cybersécurité, mais du coup, effectivement, dans le cadre de l'EI, ça sera plus, vous voyez, en réponse en fait à un problème que l'on va devoir être conforme finalement. Alors, les critères pour pouvoir choisir si vous êtes EE ou EI sont de 3 ordres. Il y a le critère du domaine, où en fonction du domaine, on va être forcément classé E ou EI, mais ça se mixe avec la taille de la structure en termes de nombre d'employés, c'est-à-dire moins de 50, ça va être une toute petite structure dont certaines vont échapper au dispositif. Entre 50 et 250, ça va être des structures qui vont être plus souvent être des EI et dans certains cas vont être des EE en fonction de leur domaine. Et plus de 250, on va plus facilement monter en grade dans l'évaluation d'un EI où est-ce qu'on est, vous voyez. Donc j'essaie de schématiser le plus simplement possible parce que c'est un peu une usine à gaz. Et on a du coup le nombre d'employés et le chiffre d'affaires avec des critères alternatifs, c'est-à-dire 250 employés, chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Alors, 10 millions d'euros, ça va être le petit seuil, et 50 millions d'euros, ça va être le gros seuil. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'il y a une plateforme sur mon application NIS 2, la Monde NIS 2, qui a été mise en ligne par l'ANSSI
vous suivez un petit parcours pour savoir si vous êtes NIS 2 ou pas et qui applique de manière croisée ces différents critères. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans les nouveautés par rapport à NIS 1, on a listé dans les infrastructures numériques, c'est ce que j'ai mentionné sur le tableau là, dans les infrastructures numériques, la gestion des statistiques pour ce qui concerne les ELI, c'est-à-dire le système simple, conformité a posteriori, et dans les fournisseurs numériques pour ce qui concerne les EE, c'est-à-dire contrôle rigoureux de l'ANSSI en amont, un certain nombre de prestataires, de domaines qui correspondent aux prestataires du numérique. S'il n'y a que là, on ne se pose pas vraiment la question de se dire oui, vous êtes concerné, vous n'êtes pas concerné. Là, ça va être d'application assez rapide, puisque dans certains cas, ça va être ETP de moins de 50 ETP et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a les fournisseurs de points d'échange Internet, on a les fournisseurs de services DNS, on a les registres de long de domaine, le premier niveau, la FNIT, tout ça. On a les fournisseurs d'informatique en nuage. Alors ça, pour le coup, ça peut viser beaucoup de monde. IaaS, PaaS, SaaS. On a les fournisseurs de services de centres de données, donc les data centers. On a les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les CDN. On a les prestataires de services de confiance, SP, signature électronique, les fournisseurs de réseaux de communication électronique publique et les fournisseurs de services de communication électronique accessibles au public, donc fournisseurs d'accès et opérateurs télécoms. Et on va avoir également la gestion des services TIC. Et c'est là où les MSP vont être très vite concernés, en fait. J'ai mis la définition pour que vous compreniez bien qui ça va concerner. Donc, sont les entités qui fournissent des services liés à l'installation, la gestion, à l'exploitation ou l'entretien de produits, de réseaux, d'infrastructures ou d'applications TIC ou autres réseaux et systèmes d'information par l'intermédiaire d'une assistance ou d'une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance. Et du coup, ça concerne, dans les listes qui circulent, les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés, qui, du coup, on va avoir du coup les MSP et les MSSP qui vont être concernés dans NIS 2. Voilà. Donc, dans certains cas, à partir de 50 personnes et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, EI, et au-dessus, on passera éventuellement EE. Alors, il y a peut-être effectivement dans l'auditoire des structures qui sont plus petites, qui sont en dessous des seuils. Et attention, revenez toujours à ce que je vous ai vu tout à l'heure. La chaîne d'approvisionnement va imposer que si vous n'êtes pas NIS 2, votre client ou un de vos clients le sera vraisemblablement à un moment ou à un autre. Et du coup, vous allez devoir lui expliquer, de fait, appliquer pratiquement NIS 2 comme... Ouais, on peut passer à la suite, effectivement. Alors, NIS 2, comment mettons en place NIS 2 ? Alors, NIS 2 a changé un petit peu la face de la cybersécurité sur le plan documentaire et réglementaire, dans le sens où, premièrement, c'est le premier texte juridique qui ne fait pas que dire les personnes, on va dire, concernées, les structures concernées devront appliquer leurs meilleurs efforts et devront respecter les règles de l'art et mettre en œuvre les mesures conformes aux normes en vigueur. D'habitude, c'était comme ça qu'on visait, on va dire, les obligations en matière de cybersécurité. Assurer la sécurité selon les mesures techniques organisationnelles en fonction de la sensibilité des données, comme on voit dans le RGPD. Après, mesures techniques organisationnelles en fonction de la sensibilité des données et des moyens dont vous disposez, c'est open bar. C'est-à-dire, vous n'avez pas de moyens, vous faites quoi? Vous avez beaucoup de moyens, vous faites quoi? Et c'est quoi les mesures techniques organisationnelles des règles de l'art? C'est les règles de l'art 2024, ce n'est pas les règles de l'art de 2020 ni de 2016. Donc, comment on fait? Et là, ce qui se passe, c'est que autant on avait ISO 27000, par exemple, qui nous imposait, mais de manière volontaire, quand on se soumettait à cette démarche de conformité, un certain nombre d'obligations, autant maintenant, dans la directive, on a carrément un ensemble de 10 obligations, qui peuvent être même déclinées en des obligations plus précises, qui sont les grandes obligations de cybersécurité, qui sont maintenant dans le texte. Alors, on a en particulier la nécessité de mettre en place, en particulier sur la gouvernance et la gestion des risques, on doit mettre en place l'approbation et la supervision des mesures de sécurité par la direction, la formation obligatoire des membres de la direction sur les risques et pratiques de cybersécu, l'évaluation complète des risques, la mise en place d'une politique de sécurité de l'information, donc des PSSI par exemple, les mesures techniques opérationnelles également qui vont devoir être faites, c'est-à-dire la sécurisation des réseaux, la mise en œuvre d'authentification multifacteur et des communications sécurisées, le chiffrement des données, la gestion des accès et les contrôles d'accès rigoureux, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les différents contrats et les différents engagements avec les fournisseurs. Et c'est là où les MSP et tous les fournisseurs du domaine de l'IT vont être concernés, tous les prestataires. Ensuite, on a également la gestion des incidents
où le texte vraiment vient nous expliquer qu'il faut mettre en place des procédures de gestion des incidents, dans tout ce qui est plan de gestion de crise, PRA, PCA et autres procédures de réponse à incidents, quelles qu'elles soient, qui augmentent la résilience des structures. Il va falloir le documenter et le tester et le mettre en œuvre et le tester. On va avoir également l'obligation de notifier rapidement les incidents de sécurité à l'ANSSI. Comme je le disais, c'est l'alerte précoce dans les 24 heures, la notification détaillée dans les 72 heures et le rapport final sous un mois. Fini de jouer en termes de cybersécurité avec l'omerta, c'est-à-dire je suis touché, je ne vais en premier niveau pas communiquer sur ce qui m'arrive. Alors on le voit avec le RGPD, ça arrive. Il y a aujourd'hui une obligation de notifier l'existence d'une violation de données, mais quand elle a des conséquences importantes pour les personnes. Si les conséquences ne sont pas importantes, on ne publie pas. Par contre, la CNIL, normalement, doit recevoir des notifications pour pratiquement tous les incidents de sécurité qui touchent les violations de données. Mais effectivement, aujourd'hui, ça concerne les données personnelles. Avec NIS2, ce sera pour tous les incidents de sécurité, en quelque sorte, sachant que, j'en ai pas parlé jusque-là, mais il y a depuis le mois de juin dernier, dans dans les textes français au niveau du Code de la défense nationale, une obligation pour les éditeurs de logiciels de notifier à l'ANSSI les vulnérabilités significatives de leur logiciel. Ça existe déjà, c'est paru avant l'été, c'est entré en vigueur avant l'été, c'était paru à la fin de l'année dernière. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore été beaucoup appliqué et qui n'est pas très connu, mais les éditeurs de logiciels doivent, on va dire, communiquer à l'ANSSI l'existence de leurs vulnérabilités dès lors qu'elles ont un niveau de criticité assez important. Alors, on va avoir ce changement et en responsabilité formation, ça ne vous a pas échappé, hein, je viens de le citer, la nécessité de sensibiliser les dirigeants. Et le point important également en termes de différence entre NIS 2 et NIS 1, c'est que NIS 2 est en train de révolutionner les choses. Elle entérine le fait que les organes de direction d'une structure pourront être tenus directement responsables des défauts de sécurité informatique de leur structure. Jusqu'à présent, on était dans le petit jeu de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire le DSI qui va proposer des solutions à sa direction, le RSSI qui va alerter sur des risques présentés par le système en place, parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas la sensibilité de la direction. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que là, fini de jouer, on amène une sanction qui peut exister dans, on va dire, en bout de course, c'est-à-dire si vraiment on identifie des manquements graves, des négligences quasiment volontaires, ou en tout cas, après, le juge appréciera, de la part de la direction, c'est-à-dire on a investi dans des domaines et on a volontairement laissé en plan la sécurité informatique, vous pouvez avoir des interdictions d'exercer les fonctions pour la personne. C'est la première fois, moi, personnellement, que je vois en tant qu'avocat des sanctions comme ça alors ça peut exister dans le domaine de la santé, ça peut exister dans des professions réglementées, mais jusqu'à présent, les dirigeants d'entreprise, en général, ils étaient suspendus et ils avaient des interdictions de gérer quand ils fraudaient. C'est-à-dire, il fallait, par exemple, dans une situation de banqueroute de l'entreprise ou de falsification des comptes ou de fraude fiscale aggravée, par exemple, pour se retrouver avec une interdiction de gérer. Là, on va avoir une interdiction d'exercer des fonctions, ce qui peut revenir à des interdictions de gérer, qui pourront être dans l'absolu prononcées sur demande de l'ANSSI par des juges, alors qui jugeront, hein, mais c'est quand même quelque chose qui doit être communiqué dans les entreprises parce que les directions ne peuvent pas maintenant s'abriter derrière la pile des investissements à faire et le fait que la cybersécurité soit un peu bas dans la pile. Ce sujet-là est quelque chose de très dangereux pour la responsabilité des dirigeants. Donc ça, c'est un point important, sachant que je ne vous ai pas cité le point le plus fondamental, c'est que les entités essentielles pourront être condamnées à des amendes qui pourront atteindre désormais non pas 100 000 euros comme avant, mais 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, et les entités importantes, 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ce qui veut dire que dans NIS2, on va pouvoir passer des sanctions de plusieurs dizaines de millions d'euros ou de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des structures qui n'auront pas respecté, comme pour le RGPD. Donc c'est aujourd'hui, l'aspect sanction va être très important. Voilà. Le dernier point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait que la chaîne d'approvisionnement devra être beaucoup plus encadrée qu'auparavant. C'est-à-dire concrètement, juste un petit aparté là-dessus, c'est que les contrats devront être bien rédigés, que lorsque vous intervenez auprès d'un client, si vous êtes prestataire, vous allez devoir bien vous soucier de comment vous rédigez ces contrats ou comment ils vous sont imposés par vos clients, si vous avez des clients qui vous imposent leur contrat. Et vous allez aussi vous retrouver, que vous soyez NIS 2 ou même si vous ne l'êtes pas, mais si eux le sont,
ou s'ils travaillent eux-mêmes avec des gens qui sont NIS 2, parce que, hein, côté viral, n'oubliez pas ça, vous allez vous retrouver à compléter des questionnaires sur vos pratiques, les fameux questionnaires sur les mesures organisationnelles, les mesures de compliance en termes RGPD, en termes d'ISO 27000 ou assimilés, et ce qu'on trouvait avant dans les PSSI et dans ce qu'on appelle les TOM, là, les Technical and Organizational Measures, qui étaient en annexe à des contrats, ça va devenir des exigences plus fondamentales qu'auparavant. Alors ça, vous le connaissiez parce que je pense que dès qu'on travaille avec des filiales de grands groupes, par exemple, on se retrouve très souvent avec des questionnaires de RSSI ou des questionnaires de DPO. Voilà, donc dès là, ça va devenir vraiment très, très, beaucoup plus présent dans les relations et ça va devenir plus engageant. Juridiquement, il y aura vraiment un enjeu à compléter ça de manière formelle. Alors, NIS 2, effectivement, les conséquences de NIS 2 par rapport aux démarches en termes de prestataires et de MSP, c'est des obligations pour vos clients. Ça va être quoi concrètement? Ça va être de renforcer la cybersécurité au moyen des outils conformes à ce qui se fait, le fameux état de l'art, mais avec désormais cette obligation réglementaire. Donc, c'est notamment développé en termes de veille et en termes d'anticipation des risques, parce que vous l'avez vu, notification à l'ANSSI dans les 24 heures d'un incident, c'est-à-dire de sa découverte. Mais en même temps, il ne s'agit pas de le découvrir 10 jours plus tard ou 2 mois plus tard. Oui. Donc, ça va être le SOC qui va devenir l'incontournable et qui va vraiment rentrer, comme c'est actuellement le cas, mais encore plus vite dans les règles de l'art et dans les incontournables. Ça va être tout ce qui est EDR, XDR, c'est-à-dire le fait que les solutions de sécurité soient aujourd'hui connectées et qu'elles soient associées à des services en termes d'assistance à la détection, d'assistance à la réponse à incident, à la remédiation. Ça va être des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Signaler rapidement les incidents majeurs. Alors ça va être des procédures à mettre en place de réactivité, hein. Quand c'est dans les 24 heures, ça va très vite, hein, et ça implique sur le plan de la présence des personnes concernées d'autres enjeux, comme de la suppléance, le fait des dispos 24/24. C'est pas toujours évident à gérer. Des audits réguliers pour maintenir les niveaux de sécurité, éviter les sanctions. Alors ça, effectivement, ça va être quelque chose de fondamental. On ne pourra pas rester sur les bonnes pratiques mises en place à une date définie et qui ensuite sont revues en fonction des budgets. C'est-à-dire que là, c'est plus le budget qui commande, en fait. Les directions vont devoir comprendre ça. Ça va être l'exigence réglementaire qui va commander et le budget devra suivre. Alors, c'est difficile aujourd'hui, avec le contexte économique actuel, d'essayer de parler budget en disant que ça passe après, mais en fait, ce texte vient quand même entériner cette hiérarchie. Voilà. Les impacts pour les dirigeants, vous l'avez vu, une responsabilité accrue et qui peut être directe en cas de faille ou de non-conformité importante. Donc, ça change un peu les choses, c'est-à-dire que là, on va les responsabiliser de manière beaucoup plus forte, hein. Les RSSI, notamment, et les DSI auront un levier plus important aujourd'hui à partir de NIS 2 pour pouvoir pousser les solutions et expliquer qu'il y a un enjeu direct pour la direction. La nécessité d'adopter une gouvernance orientée cybersécurité, hein, puisque jusqu'à présent, on n'était pas forcément sur la cyber fondamentalement. Et les opportunités pour vous, ça va être effectivement de renforcer votre rôle stratégique, c'est-à-dire d'aider vos clients à se mettre en conformité tout en protégeant pour leur activité et de pousser, on va dire, plus facilement et avec plus d'arguments, en fait, des solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément choisis parce qu'il y avait toujours une hésitation sur est-ce qu'on doit le faire. Voilà, là, il ne faut plus se poser de questions avec NIS 2. Et puis en termes de budget, avec est-ce qu'on a les moyens, on est limite, peut-être l'exercice suivant, là, on ne peut plus attendre. C'est-à-dire que justement, cette impulsion, elle va être donnée par NIS 2 en termes de cybersécurité. Et toucher les utilisateurs finaux de vos clients qui doivent être formés et entraînés, c'est-à-dire que effectivement, la dimension sensibilisation et formation en termes de cybersécurité va prendre toute sa densité dans les structures, dans la mesure où considérer, c'est déjà un peu le cas, mais comme une faute en termes de conformité que de ne pas former son personnel et de ne pas leur permettre d'anticiper les situations. Merci Régis pour toutes ces explications. De notre côté, donc nous, le Wattsoft, comment on peut vous accompagner dans la mise en place de cette nouvelle directive? Donc, comme l'a dit Régis, hein, il y a différentes exigences qui sont imposées par cette directive. Donc, il y a 10 exigences que vous pouvez voir sur la diapo actuelle. On va voir donc nous quelles solutions on a à notre catalogue en termes de cybersécurité qui peuvent vous aider à répondre à ces exigences. Tout d'abord, c'est vrai que vous, en tant que partenaire, le but aussi est de fournir un service auprès de vos clients, donc de les accompagner, de les conseiller par rapport à cette nouvelle directive et d'associer notamment des prestations d'audit aussi par rapport à la sécurité actuelle qu'ils peuvent avoir dans leur infra. Donc, chaque client est différent et c'est vrai qu'au départ, pour vous, il va y avoir beaucoup on va dire, d'accompagnement et de prestations à mettre en avant par rapport à votre valeur ajoutée.
Et en termes de solutions, donc je vais vous lister, vous faire un petit mot sur les différentes solutions que l'on propose dans notre catalogue et qui peuvent rentrer dans ce cadre de la directive NIS 2. Tout d'abord, donc on a la solution Octiga, qui est une nouvelle solution qu'on a rentrée à notre catalogue qui permet donc de gérer la sécurité des tenantes Microsoft Office 365, donc d'éviter donc les failles de sécurité notamment et de permettre de remédier à ces failles. Donc cette solution, justement, rentre dans le cadre de cette directive. On a AltoSpam, donc qui permet de protéger, tout type de messagerie, contre les attaques, de phishing notamment. On a la solution, donc l'éditeur Kaspersky qui offre un panel de solutions de sécurité très large, d'endpoint, EDR, XDR, MDR, mais également ce qui peut être intéressant, c'est des solutions spécifiques, notamment de protection, dédiées sur les environnements industriels notamment, ou dédiées pour les entreprises qui sont spécialisées dans le développement. Donc il y a des solutions spécifiques aussi que, en fonction de certains typologies de clients, ça peut être amené du coup à répondre à ces exigences. Ensuite, donc on va avoir Enable qui va permettre donc de faire de la supervision et de la gestion à distance de vos clients, notamment, d'avoir des alertes en amont et également des solutions de EDR, MDR. Netwrix, qui est une solution qui fait de l'audit de sécurité sur notamment les serveurs AD, serveurs du fichier, SharePoint, Microsoft 365. On a BlackFog, une solution assez différenciante, qui permet donc de lutter contre l'exfiltration des données. Donc, BlackFog, pour vous expliquer rapidement la solution, ça va analyser, les flux sortants, des endpoints et le but, c'est de bloquer les communications, illégitimes, sortantes vers des IP frauduleuses, par exemple vers le dark web. Ça agit de manière préventive, pour lutter notamment, contre l'exfiltration de données, via l'extérieur, via des hackers. On va avoir Riot, donc ça, c'est une solution qui va être, assez importante dans le cadre de cette directive, qui permet donc de proposer des cursus de formation à la cybersécurité et de mettre en place des campagnes de faux phishing. Et on a Hermetix, donc qui est une solution qui permet de faire de la gestion MDM sur la partie mobile. Pour faire un peu le récap par rapport aux différentes exigences qui sont mises en œuvre, notamment par rapport à la première exigence, là, on va retrouver, des solutions à mettre en œuvre de type EDR, XDR, MDR, du coup, pour prévenir donc l'ensemble des risques liés aux incidents et pouvoir les contrer, facilement. Là aussi, BlackFog, de manière préventive, peut, permettre d'avoir des informations, sur l'ensemble, des flux et des choses qui peuvent se passer sur les endpoints. L'exigence numéro 2, donc sur la gestion des incidents, donc comme le disait Régis, là, on va être dans le cas surtout de solutions EDR, XDR, MDR, qui vont vous permettre, d'avoir des informations, concrètes sur les menaces et de pouvoir y remédier rapidement, ce que ne permet pas actuellement, les endpoints classiques, d'où l'intérêt, maintenant de recourir à ces solutions EDR. Sur la continuité des activités, là, on va être sur des solutions donc de sauvegarde, de PRA. Notamment, nous, on travaille avec Enable Cove Data. On a une solution donc de stockage, voie stockage avec Wasabi, notamment. On a également Altaro et on va avoir quelque chose qui peut être intéressant avec AltoSpam, qui propose un PRA, serveur de messagerie, dans le cadre où le serveur mail du client est indisponible parce qu'il a été hacké, par exemple. Donc AltoSpam va pouvoir permettre de faire face à ça. L'exigence numéro 4, donc sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, donc là aussi, on va pouvoir proposer donc des solutions de sécurité avec Enable, avec Kaspersky, avec BlackFog. Le but, c'est de sécuriser en fait toute votre infra et éviter que, vos fournisseurs, vos clients soient impactés en cas d'attaque de votre côté. Donc là aussi, le but, c'est d'avoir une protection, de toute son infra, optimale. Concernant donc l'exigence numéro 5, là aussi, donc la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux. Donc là, on va retrouver des solutions, notamment de patch management, qui doivent être mis en place pour, analyser les vulnérabilités et également pouvoir, mettre en œuvre les correctifs, donc avec Kaspersky et Enable qui proposent ce type de solution. Ensuite, donc, sur la numéro 6, la politique et procédure pour évaluer l'efficacité donc des mesures de gestion de cybersécurité. Là, on va pouvoir proposer Riot, qui va permettre de faire une sensibilisation aux utilisateurs à tous les aspects de cyberhygiène et notamment de pouvoir tester
les utilisateurs en faisant des campagnes de faux phishing. Donc, je dirais que cette partie-là, sur cette solution, c'est peut-être une des plus simples à mettre en place de votre côté auprès de vos clients et qui peut être assez efficace, justement en termes de prévention des risques. Ensuite, donc on a le pratique de base en matière de cyberhygiène. Donc là aussi, on va avoir Riot, du coup, qui va être pertinent pour, proposer des cursus donc de formation. Petit aparté, dans Riot est une solution qui est très intuitive et très ludique à mettre en place, sachant que nous après on propose également donc Kaspersky qui aussi a une solution donc de sensibilisation et Altospam qui est plus spécialisé sur la partie phishing. Ensuite, pour continuer donc sur les politiques, et procédures relatives à l'utilisation de la cryptographie, donc là, c'est mise en place de solutions de chiffrement, notamment avec Kaspersky sur la partie endpoint et Hermetix pour les mobiles. Sur la sécurité, des RH et la gestion des politiques de contrôle d'accès et gestion d'actifs, donc là, on va avoir la solution Netwrix qui peut convenir au-delà de pouvoir faire de l'audit de sécurité sur les serveurs. Et Netwrix est une solution de PAM, donc Privileged Access Management, qui peut justement aider à répondre à cette exigence. Et on va aussi avoir Optiga qui va permettre de gérer la sécurité des tenantes Office, hein, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Ensuite, pour finir, donc les solutions de MFA. Alors, nous, on n'a pas réellement de solution de MFA. On va avoir donc Optiga qui va permettre de gérer notamment la mise en place du MFA avec Microsoft et de pouvoir voir les failles qu'il y a s'il y a des utilisateurs qui n'ont pas mis en œuvre le MFA sur l'ensemble de vos tenantes, par exemple. Donc voilà pour avoir fait un petit tour des solutions que l'on propose. De notre côté, donc on est disponible si vous avez besoin d'informations sur certaines de ces solutions. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur la directive NIS 2. Alors oui, on a parlé de réglementation et on sait que ce n'est pas toujours la partie la plus fun, mais rappelez-vous que chaque menace se cache aussi une opportunité. Et c'est par ce prisme-là que NIS 2, c'est pareil, c'est une chance en or pour vous, les MSP, de montrer à vos clients que vous êtes leur super-héros de la cybersécurité, avec des solutions adaptées, un bon accompagnement. Non seulement vous allez aider aux chefs d'entreprise à dormir sur leurs deux oreilles, mais aussi vous faites grandir votre business. Et avouez-le, il n'y a rien de plus gratifiant, c'est d'aider à vos clients de passer du mode panique en mode confiance totale. Et c'est à ça que c'est destiné cette directive. Donc ne restez pas sur la touche, contactez Régis pour des questions pointues, parce que c'est l'homme de la situation. Et prenez rendez-vous avec Romain pour des solutions concrètes, parce qu'on en a quelques-unes. Oh, il vous attend. Et encore merci. Rappelez-vous que la conformité, c'est comme le sport, un peu d'effort maintenant pour être beaucoup plus fier ensuite. Donc, à vous de nous poser quelques questions. Première question, alors Régis, est-ce que les entreprises, notamment de moins de 250 salariés, ne sont pas concernées? Si, les PME de moins de 250, le seuil de base, et encore, c'est à définir par rapport à des secteurs particuliers, le seuil de base, c'est 50 employés. C'est pas 250, 250 est le deuxième seuil qui permet de définir si la structure est plus ou moins importante et doit passer éventuellement du niveau 2I vers le niveau de EE. Le seuil vraiment d'accès à 10.2, à la base, c'est 50 employés et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je précise tout de suite qu'il peut y avoir des dérogations au cas par cas, enfin des dérogations dans le sens de l'application de NIS 2, alors que ça n'aurait pas dû l'être. Donc il convient d'être vigilant là-dessus. Étant précisé justement que des structures qui interviennent dans la sécurité et qui sont justement partie prenante dans la cybersécu, il y a fort à parier que l'évolution se fasse dans le sens que même les structures peut-être pas les plus petites, mais qui sont en limite de seuil, se verront imposer, voilà. Étant précisé toujours qu'en arrière-plan de ma réponse, il y a la chaîne d'approvisionnement avec l'imposition de critères NIS 2 par le client qui va le répercuter. Mais le seuil, c'est bien 50 à 250, le seuil de base. Merci Régis. Une autre question par rapport aux exigences en termes de solutions plutôt techniques. Donc pour le moment, de mémoire, il n'y a rien qui a été mis en place, on va dire, dicté par l'ANSSI. Alors, oui, pour les solutions, le type de solution à mettre en place, Tout à fait, oui, c'est ça. la question revient souvent sur la table et c'est un sujet qui est un peu épineux parce que ça touche à la liberté d'entreprendre, ça touche à la liberté du commerce
Et au-delà des exigences de cybersécurité, on n'est pas sur du service public, hein, on est sur des entreprises privées avec des éditeurs, avec tout un écosystème qui, on va dire, a une vie économique, hein. Et ce sujet, en prenant un peu de recul, est très touchy parce que la CNIL, par exemple, en RGPD, avait parlé d'un label. Il existe. Mais doit-elle labelliser tous les logiciels RH ou les logiciels de CRM parce qu'il y a beaucoup de données personnelles dedans? Si vous regardez bien, elle ne le fait pas. C'est à chaque éditeur de se mettre en conformité avec les différents champs, les pratiques et de mettre les outils pour ses clients à disposition. C'est privacy by design. En termes de sécu, on est un peu dans la même chose, mis à part les parcours de certification de l'ANSSI, mais qui touchent plus des solutions de cybersécurité qui ont souhaité justement être certifiés ou qui touchent de manière obligatoire des prestataires, par exemple, sur de l'identité numérique, sur la délivrance de certificats de signature électronique, par exemple. Là, oui, là, il va y avoir un dispositif incontournable de certification et de labellisation, mais certification étant le plus haut niveau, la labellisation étant un peu le dispositif un peu plus commercial. Mais effectivement, est-ce que l'ANSSI s'embarque là-dedans aujourd'hui, pour l'instant, à niveau de la certification et de son annuaire un petit peu limité, là, effectivement, en termes d'exigence. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à réglementer un marché. Et réglementer le marché en matière de cyber aujourd'hui, je pense que vous le comprendrez en tant que prestataire mieux que moi, c'est un peu compliqué parce que ça voudra dire à tel éditeur, bah, toi, ta solution, on n'en veut pas. Tel éditeur, toi, ta solution, on en veut. Sur quels critères? Les critères d'efficacité d'une solution de sécurité ou d'un service de sécurité, c'est quoi? Ça fait prendre des responsabilités aussi à l'ANSSI, un peu comme la mise d'un médicament sur le marché ou d'un produit avec des normes de sécurité. Quand on commence à s'embarquer là-dedans, vous aurez compris que c'est un peu compliqué pour l'État d'aller dire vous pouvez vendre et nous non. Bien que j'ai noté que vous distribuez, c'est un peu une boutade, mais vous distribuez, vous parlez de Kaspersky et je pense qu'il y en a certains qui voudraient le faire. Je sais que Kyoto bloqué comme aux États-Unis, mais l'idée, effectivement, c'est pourquoi devrait-on bloquer? Alors aujourd'hui, du coup, on reste sur ces exigences qui sont traduites dans NIS 2 que vous avez doté, cette connexion entre les exigences et les logiciels que vous proposez et le fait de s'adresser aux intervenants du marché, tout en les benchmarkant, tout en faisant confiance à son prestataire qui le propose, mais sans avoir de liste limitative ou de liste bloquante ou quoi que ce soit. À tel point d'ailleurs que pour les entreprises qui ont bénéficié ou les collectivités qui bénéficient, vous savez, du plan France Relance pour la sécurité, pour les investissements en cybersécu, le plan propose des aides de l'État avec des prises en compte de l'État pour un certain nombre d'audits et un certain nombre de solutions. Et aujourd'hui, est-ce que l'ANSSI a un droit de regard sur est-ce que la subvention elle doit partir dans telle solution ou telle solution? Ah non, justement, ils sont très gênés avec ça, ils ne rentreront pas là-dedans. Donc j'espère que ça répond à la question, mais c'est un sujet effectivement très épineux. Va-t-on voir arriver en 2025, 2026, 2027 des risques, on va dire des velléités de réglementer tout ça ou de cadrer tout ça? Je ne sais pas. C'est un peu touché. Mention spéciale pour Régis, notre expert juridique. Grâce à lui, Nice 2, il est devenu presque sympathique, hein, parce qu'il fallait le faire en plus. Donc, merci d'avoir rendu le sujet aussi technique et parfois aride, accessible. On te demande si tu es informaticien ou juriste, hein, mais c'est clair, intéressant. Et c'est vraiment un grand exploit et toujours le plaisir de te recevoir. Merci à tous pour votre participation. Merci pour Merci, votre bonne écoute. journée. Au revoir. J'en ai également. Au revoir.